Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin pour notre nouveau webinaire sur l'alternance et le handicap, sur savoir comment conseiller les employeurs. Vous avez été nombreux à vous inscrire. Vous êtes pour l'instant en train d'arriver. On voit le nombre de participants monter. Vous êtes une petite centaine. Ce matin, parmi les inscriptions, nous avons beaucoup de centres de formation, plusieurs OPCO également. Nous avons aussi quelques organisations patronales et des CDG. Nous retrouvons aussi quelques DETS. Et bien sûr, parmi le SPE, nous avons quelques Cap Emploi et surtout, c'est logique, des agences Pôle emploi et des missions locales. Juste le temps que vous arrivez, du coup, nous allons vous rappeler les fonctionnalités de Livestorm. Vous retrouvez en bas à droite de votre écran donc différents onglets. Vous avez pour toutes les parties, on va dire toutes les questions techniques, caméra, micro et ainsi de suite, la partie chat. Sur tout ce qui concernera par contre les questions vraiment sur le sujet, sur la thématique, nous vous encourageons à utiliser l'onglet questions, où vous pourrez aussi voter pour les questions déjà posées qui seraient semblables à la vôtre. Outre les questions et le chat, vous avez donc l'ensemble des participants. Nous pourrons vous envoyer quelques sondages aussi pendant le webinaire. Et je vois que les inscriptions, enfin les participants arrivent de plus en plus. Je vous précise également que le support vous sera transmis suite au webinaire. Donc tout sera envoyé. Je vais poursuivre en vous redonnant bien sûr l'objectif de ce jour. Donc, savoir conseiller les employeurs. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous accueillir, vous, en tant que conseiller au contact des employeurs, tant publics que privés, pour vous donner toutes les informations essentielles pour savoir orienter et conseiller ces employeurs par rapport à l'alternance des personnes en situation de handicap. Donc, aussi bien les contrats de professionnalisation que les contrats d'apprentissage. Voilà, accéder à un niveau d'information minimal, répondre utilement aux questions des employeurs et savoir analyser leurs demandes pour mieux les orienter vers les bons partenaires, en fait. Suite à ces objectifs, du coup, pour aujourd'hui, le programme. Donc, aujourd'hui, nous ouvrirons avec Sylvie Dubo, qui est chef de projet partenariat transverse, mission, emploi, compétences ville de la DRET, Nouvelle-Aquitaine, avec la priorité que représente l'alternance vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Ensuite, nous passerons la parole à M. Wilfried Grison, donc délégué régional KEOPS Nouvelle-Aquitaine, qui nous précisera quelles sont les spécificités de l'alternance pour les personnes en situation de handicap. Ce qui nous permettra ensuite d'enchaîner avec les secteurs privés et publics. Donc, pour le privé, l'alternance et le handicap dans le secteur privé, nous aurons l'intervention de Marie Blanchard, donc chargée d'études et de développement à la GFIP. Et pour ce qui concerne le secteur public et donc l'apprentissage, nous aurons l'intervention de Mme Florence Guéry, directrice territoriale au handicap du FIPHFP. Enfin, nous terminerons avec le témoignage d'un employeur, donc Benjamin Blanc, qui travaille au sein d'EDF Hydro, qui nous fera part de ses expériences et de l'intérêt de l'alternance et comment mieux inciter les employeurs à sauter le pas. Et enfin, nous terminerons avec un temps d'échange, ainsi qu'un rappel de l'existence du Padlet Alternance Handicap qui vous est destiné afin d'avoir tout l'essentiel en ligne pour tous vos événements. Suite à ces objectifs et ce programme, Evelyne, alors juste nous présenter respectivement pour les deux animateurs, on va dire, de ce webinaire. Pour ma part, donc Evelyne Pascobac, chargée d'appui et de développement à la coordination du PRTH Nouvelle-Aquitaine. Et Evelyne, je te laisse te présenter du coup. Oui, Evelyne Manine, donc moi je suis chef de projet sur la mission de coordination du PRITH. Et donc ici pour aussi répondre à vos messages et aux petites difficultés que vous pourriez rencontrer. Je crois qu'il y a une petite présentation du handicap aussi. Oui, alors justement, j'allais venir, je te laisse poursuivre dessus. Voilà. Alors, avant toute chose, pour commencer ce webinaire, il faut bien savoir en termes de handicap, de quoi parle-t-on, parce que je pense que c'est aussi important pour toutes les personnes qui conseillent les employeurs d'avoir bien en tête de ce que c'est que le handicap. Donc, vous découvrez là sur la présentation la définition, je dirais, officielle du handicap, hein, qui est la définition de la loi du 11 février 2005. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour la lire et la commenter. Donc, constitue un handicap au sens de la loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Alors, ce qu'il faut bien retenir, je pense, dans cette définition, c'est d'une part, bon, c'était la première fois qu'il y avait une vraie définition du handicap, donc pour cette loi de 2005, et d'autre part que la notion de handicap apparaît très large dans cette définition. C'est-à-dire que le handicap, ça ne va pas être seulement la personne en fauteuil ou la personne ayant une trisomie, mais ça peut aller aussi jusqu'au mal de dos chronique ou même les conséquences d'un accident de roller ou de ski. Donc il faut bien voir que quand on parle de handicap, c'est vraiment quelque chose de très large. D'autre part, ce qui est important dans cette définition aussi, c'est de dire que le handicap n'est pas la maladie. C'est vraiment l'interaction entre les contraintes de la personne liées à son problème de santé et l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas d'une personne qui est diabétique, mais par exemple, on va parler davantage de ses contraintes. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir travailler en hauteur ou de ne pas pouvoir, ou d'avoir besoin d'horaires réguliers de travail. Donc, c'est vrai que parfois les employeurs se posent cette question, est-ce que je suis discriminant si je parle de la maladie de la personne? Eh bien oui. Par contre, ce dont on peut parler, ce sur quoi on peut échanger entre professionnels, c'est vraiment les différentes contraintes liées aux difficultés de la personne avec l'environnement. Donc, c'est quand même important de savoir qu'il peut y avoir tout ça derrière et que l'environnement, l'interaction de la personne avec l'environnement est important. Par exemple, si vous prenez une personne qui est non-voyante et que vous la mettez devant un matériel informatique qui n'est pas adapté, cette personne ne pourra développer aucune de ses compétences. Par contre, si son environnement est adapté et qu'elle a les différents outillages qui lui permettent de travailler, là, elle peut pleinement, je dirais, déployer toutes ses compétences. Ça veut dire aussi qu'on peut agir sur cet environnement pour permettre à ces personnes en situation de handicap de pouvoir travailler et de réduire en fait les contraintes qu'ils peuvent avoir par rapport à l'environnement. Et l'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est bien aussi par rapport à cette évolution et le fait de pouvoir agir sur cet environnement. Ce l'on souhaitait vous présenter, c'est toutes les différentes manières que vous allez pouvoir avoir vous, ou que vous allez pouvoir conseiller à un employeur pour pouvoir agir sur cet environnement, sachant que toute la période d'intégration dans l'entreprise ou dans la structure publique est vraiment très très importante parce que c'est le moment où par rapport à une personne en situation de handicap, on va pouvoir identifier les différentes difficultés qu'elle peut avoir et comment agir. Voilà, donc je vais passer du coup directement la parole à Wilfried Grison de Keops, qui va nous expliquer comment vous agissez, vous, et vous pouvez soutenir et aider les employeurs. Evelyne, juste une petite... Avant que Wilfried ne prenne la parole, je voulais la transmettre à Sylvie Dubo. Ah pardon, oui, excusez-moi. Oui. Pour l'ouverture sur la priorité nationale. Oui, d'accord. Oui, Sylvie, du coup, on vous laisse la parole, du coup. Dubo, chef de projet à la DRES Nouvelle-Aquitaine, au sein de la mission Emploi Compétences Ville. Effectivement, donc là, nous ouvrons un webinaire. Ce n'est pas le premier webinaire sur l'alternance au regard du d'information sur l'alternance. Notamment, vous avez dû entendre de par l'actualité, la presse qui s'en est fait écho, le retour sur la 6e conférence nationale du handicap qui a eu lieu le 26 avril au Palais de l'Élysée. Cette conférence nationale du handicap a été mise en place par la loi handicap
du 11 février 2005 dont faisait référence Madame Manine. Et elle est organisée tous les 3 ans sous l'autorité du président de la République. Elle présente le bilan des politiques publiques engagées pour les personnes en situation de handicap et fixe les orientations et les moyens de cette politique pour les années à venir. Donc, nous avons un cap de 17 mesures concrètes, a annoncé une série de mesures, donc 17 mesures concrètes qui visent à améliorer l'environnement professionnel de droit commun accessible aux personnes en situation de en cite quelques-unes, la revalorisation de la rémunération de 30 ans, des majorations de primes à l'apprentissage qui devraient être apportées, pour les adultes qui devraient être apportées pas encore en gestation, le prêt de matériel aux personnes qui entrent en formation, qui sont recrutées en contrat court, la majoration de la prise en charge pour des aménagements nécessaires qui ne vous auront peut-être pas échappé. 2023 est l'année européenne des compétences. Elle a été lancée le 9 mai par la commissaire européenne et elle s'étendra jusqu'au 8 mai 2024. Une des priorités sera de promouvoir les mobilités des apprentis et du personnel de la formation professionnelle. Également, parlementaire qui va suivre. Excusez-moi, mais en fait, on entend très mal là. Ouais, je suis désolée. Là, pourtant, j'ai mis, je ne sais pas comment faire. Est-ce que tout le monde m'entend mal ou est-ce que c'est juste quelques personnes? Oui, je pense que c'est la connexion qui… Là, ça marche mieux. Mais ça marche mieux, là. Allez-y. Alternance, mais d'apprentissage notamment, puisque la cible du nombre de contrats d'apprentissage à signer est toujours de 1 million à la fin du quinquennat, et nous avons un très bon avancement du nombre de contrats signés. Je peux donner le nombre, on est à 60 000 contrats, alors j'arrondis, mais c'est 60 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés en 2022, en entrée, donc ce qui est quand même une belle progression, puisque quand nous avons commencé l'effort sur la signature et le soutien au contrat d'apprentissage, en 2018, nous étions à moins de 29 000 contrats annuels. Électronique. Également, il y a un fort soutien via des outils sur le maintien des apprentis. C'est qu'il ne faut pas oublier le contrat de professionnalisation qui poursuit ses effets, puisque les aides de l'État sont toujours maintenues. À l'instar ce point-là. Également, vous indiquez un petit point sur le nombre 112 au 31 décembre 2022 à soutenir donc la formation de ces jeunes. On vous entend assez mal, Sylvie. Si peut-être… le tout dernier point, qu'il y avait 272 CFA en région Nouvelle-Aquitaine au 31 décembre 2022. Voilà ce que je voulais dire. Et je voulais dire également que, alors je ne sais pas si vous
entendu, mais puisqu'il poursuit toujours ses effets, que ce contrat de professionnalisation ouvre également droit à des aides pour les employeurs. Mais je laisserai développer ces points-là par les collègues qui vont intervenir en suivant. Merci. Comment vous a assez mal entendu, je sais qu'on est compté en temps, voilà. Donc Est-ce qu'on peut vous proposer peut-être de nous envoyer vos notes et on pourra comme ça communiquer aux personnes qui ont eu beaucoup de coupures, l'ensemble de vos propos. Voilà, si ça ne vous dérange pas. Voilà. On peut peut-être poursuivre, Kevin? Ça marche, merci beaucoup, merci Sylvie. Pour poursuivre, du coup, nous allons présenter quelles sont les spécificités pour l'alternance pour les personnes en situation de handicap. Et pour cela, nous allons donner la parole à Wilfried Grison, délégué régional KEOPS Nouvelle-Aquitaine. Merci Kevin. Bonjour à toutes et à tous. Donc Wilfried Grison, je suis le délégué régional de KEOPS Nouvelle-Aquitaine. Et donc je représente les Cap Emploi de la région. Mais je représente aussi KEOPS National, hein, qui est donc le réseau de tous les Cap Emploi français. Et comme a présenté Madame Dubo, qui a travaillé largement avec le CNH, donc la présentation qui a été faite par Madame Dubo, alors qui sera faite par écrit ultérieurement. Donc voilà, c'est très important pour nous de représenter la totalité des Cap Emploi de France. Donc pour moi, c'est celui de la région. La spécificité, effectivement, de l'alternance en général par rapport donc aux personnes en situation de handicap. Bon, les choses très générales que vous connaissez, je pense, mais qu'on peut rappeler. Donc, ça fait quand même très important, ça fait bénéficier l'alternant. Donc, la personne a un contrat de travail, ce qui est quand même un avantage très, 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 très important pour elle. Donc, CDI, CDD, hein, potentiellement. Ces deux contrats sont accessibles dès 16 ans. C'est aussi l'importance par rapport à l'apprentissage, mais aussi en général pour la reconnaissance de la personne. Préparer donc le recrutement d'un futur collaborateur, hein, c'est vraiment ça qui est important en conjuguant formation et expérience sur le terrain. Et donc aujourd'hui, c'est un programme que développe fortement sur les territoires les Cap Emploi, avec un nombre très important de signatures de l'alternance en général. C'est vrai plus spécifiquement peut-être, comme a dit Mme Dubo, sur le contrat de professionnalisation, qui est aujourd'hui un peu plus adapté peut-être, je dis bien peut-être, à une souplesse de formation. On va le voir un peu plus tard. Et bien sûr, la formation est adaptée aux besoins de l'alternant et de l'employeur. C'est aussi la spécificité, c'est qu'on va pouvoir, avec l'employeur, la personne, voir comment on peut adapter, si besoin, son besoin pendant la formation, mais aussi chez l'employeur. Donc, globalement, on assure et on sécurise surtout ce dispositif de l'alternant et de l'employeur, à travers effectivement tout un service complet de l'intégration à la pérennisation et surtout l'accompagnement pendant la totalité donc, du contrat en emploi et en formation. La particularité de chacun, le contrat d'apprentissage, donc vous le savez, donc la particularité pour les personnes en situation de handicap, c'est qu'on peut aller jusqu'à 4 ans, donc le minimum toujours à peu près 6 mois, mais surtout qu'on peut aller jusqu'à 4 ans avec un décalage d'une année complémentaire. La formation, ça c'est la base générale, et elle est toujours de 400 heures à peu près dans l'entreprise, hors de l'entreprise, pardon. Donc ça c'est le minimum, c'est la formation. Souvent pour l'apprentissage, on va vers l'obtention d'un diplôme, d'un titre professionnel. La comparaison avec le contrat de professionnalisation, on est plutôt sur un contrat, alors c'est vrai un peu plus court potentiellement, 6 mois, 24 mois, voire effectivement 36 mois. Alors pour un contrat qui est peut-être un peu méconnu, qu'on appelle le contrat expérimental, qui vient compléter la panoplie des contrats spécifiques dans l'alternance contrat de professionnalisation. La formation toujours la même à peu près, donc pour tout le monde, c'est de 15 à 25% de la durée, hein, donc minimum 150 heures. Et c'est là qu'effectivement, je disais qu'on peut avoir des formations un peu plus courtes, puisque là, on peut viser l'obtention d'une qualification CQP par exemple, mais voire aussi quand même d'un diplôme. La particularité en collaboration que l'entreprise va avoir avec son OPCO, c'est principalement pour les bénéficiations du parcours d'apprentissage uniquement, où là, effectivement, depuis donc, le décret de novembre 2020, une majoration peut être appliquée dans la limite de 4 000 €. Mais ça, effectivement, il faut voir les modalités avec l'OPCO, donc travailler avec eux pour pouvoir effectivement définir correctement la demande supplémentaire. C'est bien effectivement
C'est vraiment une démarche, effectivement. Alors, c'est un peu spécifique pour la RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé uniquement, par rapport au CERFA. Par contre, ça ne tient pas compte, effectivement, des autres obligations, donc des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ça reste effectivement général pour cela. Donc, c'est un petit peu dommage, mais pour l'instant, c'est la particularité, c'est uniquement pour les personnes en reconnaissance de travailleurs qualité handicapé. Je vais passer très rapidement sur ce sujet-là, puisqu'effectivement, les partenaires de l'emploi qui sont présents vont en parler un peu plus que moi. Donc, c'est la reprise, effectivement, comme a dit Mme Dubo, de l'aide exceptionnelle. Donc là, je suis bien sur le programme du 1er janvier au 31 décembre 2023. Donc là, on a bien une aide exceptionnelle de 6 000 €. Donc, accordée aussi bien pour l'apprentissage que pour le contrat de professionnalisation. Particularité pour le contrat de professionnalisation, c'est moins de 30 ans. Donc 29 ans révolus, où on peut avoir l'aide. Petite particularité, on peut toujours avoir pour l'employeur la réduction générale des cotisations patronales. Ça ne paraît pas, mais ça peut être effectivement une charge effectivement un peu plus intéressante, donc plus faible. La GFIP, pareil, Madame Blanchard va revenir dessus avec les aides, spécifiquement, effectivement, apprentissage 4 000 € maximum pour l'aide et 5 000 € pour les contrats de professionnalisation, mais détaillé un peu plus tard par Madame Blanchard. Le FIP, c'est pareil, donc là, on a vraiment des aides spécifiques à l'apprentissage que va présenter Madame Florence Guéry. Donc voilà, globalement, aujourd'hui, le Cap Emploi est vraiment là sur le terrain, sur aujourd'hui apporter à la personne, donc à l'employeur, une sécurisation des parcours. Vraiment, c'est notre travail aujourd'hui, aussi bien en amont pour élaborer et valider le projet, très important. Donc, on va travailler aussi, bien sûr, comme vous allez le voir, en prestation de droit commun, mais aussi en prestation de la GFIP et du FIP, pour venir, je dirais, compenser s'il y a besoin, comme elle a dit Mme Maline au départ, la problématique du handicap. On va travailler effectivement avec donc, un futur employeur et l'employeur au fur et à mesure, donc dans l'aide au recrutement, mais surtout, comme vous l'avez compris, à la compensation et aux aides mesures spécifiques. Donc la compensation aujourd'hui, c'est la démarche je dirais, globale, aussi bien en amont que sur le contrat en lui-même, de venir travailler une solution pour que l'emploi se passe le mieux possible et surtout en bonnes conditions. Justement, par rapport aux conditions, la formation, puisque c'est quand même un point très important, on va venir travailler avec l'organisme de formation, pareil, pour retravailler son accessibilité, sa compensation, encore une fois, et bien sûr adapter la formation s'il y a besoin nécessaire. Et puis le point global que je parle depuis quelques temps, là, depuis cette présentation, c'est vraiment d'assurer l'accompagnement de la personne et de l'employeur pendant la totalité de l'alternance. C'est-à-dire qu'on ne va pas lâcher l'employeur ni la personne au bout de quelques mois. On va suivre, je dirais, ce projet sur la durée du contrat. C'est-à-dire, effectivement, nous avons des missions spécifiques qui ont été mises en place donc, depuis quelques années par le législateur, c'est-à-dire un suivi durable dans l'emploi. Là, dernièrement, avec une nouvelle action de service, une action de veille, qui effectivement est très importante parce que malheureusement, le handicap peut évoluer, peut changer, et il faut continuer à travailler, à aider la personne et l'entreprise à être aujourd'hui opérationnelle. Et puis, bien sûr, vous connaissez, on parle souvent aussi, potentiellement au fur et à mesure de quelques mois et voire plusieurs mois, du maintien dans l'emploi, si là aussi, on pouvait pouvoir continuer à vérifier, venir aider la personne et l'employeur à maintenir cet emploi, donc à le sécuriser. Vous retrouverez, mais là je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que le temps est compté, mais un peu plus bas, donc un lien où vous retrouvez toutes ces explications sur ce qu'on appelle une fiche de sécurisation qui vous donne, je dirais, globalement la présentation que je viens de faire. Et puis, bien sûr, comme on parle de territoire et de Cap Emploi sur les territoires, vous aurez les coordonnées de chaque référent, puisque donc dans chaque Cap Emploi, il y a un référent alternance qui viendra avec vous travailler sur le projet, aider à monter effectivement avec vous l'entreprise et l'employeur le contrat d'alternance ou d'apprentissage. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Wilfried pour cette présentation. Du coup, nous allons poursuivre s'il n'y a pas de questions en particulier pour le moment, bien qu'il y aura un temps en fin de webinaire. Du coup, merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec la présentation de la GFIP avec Marie Blanchard, du coup, pour tout ce qui relève du secteur privé. Bonjour à toutes et à tous. Merci à chacun pour vos interventions précédentes. Alors, effectivement, donc je suis Marie Blanchard, chargée d'études et de développement à la GFIP Nouvelle-Aquitaine. Je suis rattachée à notre site de Bordeaux et je suis avec vous aujourd'hui au titre de ma casquette en tant que référente alternance au niveau de la délégation à GFIP.
Alors, en tant que conseiller aux employeurs, donc du secteur privé, sachez que l'AGFIP est fortement engagée aux côtés de l'État et de ses partenaires pour promouvoir l'accès à l'alternance, qui est donc un moyen privilégié et reconnu pour une insertion réussie des personnes en situation de handicap. On va venir soutenir les entreprises dans leur engagement en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, nous disposons d'une gamme d'aides variées pour soutenir et sécuriser les parcours de formation des apprenants à chaque étape du parcours. Dans le PowerPoint, et je ne reviens pas dessus en détail puisque voilà, l'idée c'est d'être plutôt sur les aides à l'alternance, mais vous aurez une visibilité sur l'AGFIP en quelques chiffres, et également l'organisation de l'AGFIP Nouvelle-Aquitaine, donc autour de 3 sites, Poitiers, Limoges et Bordeaux, donc un collectif d'environ 30-35 personnes qui sont là pour traiter les demandes d'aide des entreprises et des personnes, et également animer des réseaux, des marchés sur l'intégralité de la Nouvelle-Aquitaine. Pardon. Donc, nous souhaitions vous rappeler que une des priorités de notre convention État-AGFIP, qui dure depuis 2021 et jusqu'en 2024, c'est bien de soutenir la montée en compétences des personnes en situation de handicap par le développement de l'alternance et globalement par le développement de la formation. Comme le rappelait Madame Dubo, la CNH du 26 avril dernier a rappelé donc des priorités qui ont été confirmées et ont reposé comme principe fondateur notamment le fait que l'objectif du plein emploi doit bénéficier à tous ceux qui rencontrent des difficultés particulières, qu'il y a une volonté de garantir à chacun la possibilité d'engager un parcours professionnel et permettre à chacun le droit d'être formé. Et donc sur les 17 mesures évoquées par Madame Dubo, les 17 mesures proposées dans le cadre de la CNH, par rapport au thème qui est le nôtre aujourd'hui sur cette visio, on peut notamment retenir donc la mesure 5 et la mesure 6. La mesure 5, c'est le développement de l'apprentissage pour les adultes en reconversion. Je me permets de revenir dessus puisque l'intervention de Mme Dubois a été un tout petit peu hachée. Cette mesure-là, elle a pour objectif de faire en sorte que la rémunération de base de l'apprenti handicapé âgé de plus de 30 ans va être augmentée pour tenir compte de son expérience professionnelle et qu'en parallèle, les primes apprentissage de l'AGFIP vont être majorées pour les entreprises qui recrutent des apprentis handicapés adultes. Alors ceci, à ce jour, est en projet. Bien évidemment, on ne connaît pas les termes, mais pas de doute sur le fait que nos primes vont être maintenues, voire augmentées pour s'inscrire dans cette mesure numéro 5. Et puis, autre mesure évoquée également par Madame Dubo, c'est la mesure numéro 6, pour permettre aux apprenants qui ont besoin d'un aménagement technique, d'avoir un prêt d'équipement le temps de leur formation. Et donc, ce qui a été posé nationalement, c'est que dans chaque région, va être déployée une plateforme de prêt de matériel financée par le FIPHFP et l'AGFIP pour venir sécuriser les entrées en formation ou les personnes qui sont en contrat court. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, nous avons déjà cette plateforme de prêt et d'essai de matériel qui s'appelle EPATEC. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, l'AGFIP, et notamment en Nouvelle-Aquitaine, on va s'inscrire une nouvelle fois en appui de la politique de l'État et être au rendez-vous des enjeux à venir. Je reviens assez rapidement sur ce qu'a précisé M. Grison sur un focus apprentissage. Donc, le gouvernement, en fait, renforce l'apprentissage comme un levier pour favoriser l'emploi durable des personnes en situation de handicap. Depuis 2017, il y a un ensemble de mesures qui a été mis en place pour dynamiser le recours à l'apprentissage. On souhaitait vous rappeler que mais vous le savez déjà, puisque vous êtes une majorité d'organismes de formation et de CFA autour de la table, mais que depuis 2019, les CFA ont l'obligation d'avoir un référent handicap et que ce référent handicap, il va être le garant de l'évaluation des besoins de compensation et de l'accompagnement des apprenants. Et puis, autre orientation, c'est le financement donc, par les OPCO des adaptations et des aménagements en compensation du handicap en formation pour les personnes qui ont une RQTH. Donc là, c'est depuis 2021. Comme le disait M. Grison,
le coût du contrat d'apprentissage qui est pris en charge par les OPCO peut également prendre en charge le coût de la compensation du handicap et le coût contrat peut être majoré jusqu'à 4 000 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, l'AGEFIP pourra être mobilisé en complément de ces 4 000 € si jamais le surcoût contrat qui est versé par l'OPCO à l'organisme de formation ne permet pas de couvrir la totalité des frais de mise en œuvre du plan de compensation du handicap. Donc nous avons une aide à l'AGEFIP qui s'appelle la 2ASF, l'aide à l'aménagement des situations de formation, qui va être financée à l'OF, qui sera là pour venir financer des surcoûts pédagogiques, notamment. Et s'il y a la nécessité de venir financer, s'il y a une nécessité d'avoir du matériel, eh bien, ce sera la plateforme de prêt EPATEC qui sera sollicitée. Donc, dans un premier temps, on sollicite l'OPCO pour les contrats d'apprentissage pour les jeunes, pour les personnes qui ont une ERQTH. Si les 4 000 € ne suffisent pas à venir compenser le handicap, alors il y aura la possibilité de mobiliser l'AGEFIP via son aide, la 2ASF. Je vais passer à la slide suivante. Alors, une autre priorité de la Convention État-AGEFIP 2021-2024, c'est d'amplifier l'accompagnement des entreprises pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Il nous semblait intéressant de vous dire ou de vous redire que l'AGEFIP, elle a une offre de service qui est gratuite à destination des employeurs et que finalement, l'alternance, on va pouvoir l'aborder dans ces 5 grands axes d'accompagnement que vous avez à l'écran. Nous proposons ce qu'on appelle l'OCA, l'offre conseil accompagnement. Donc nous avons des collègues en région qui sont là pour venir accompagner les entreprises pour développer leur politique handicap. Donc c'est un service gratuit. En Nouvelle-Aquitaine, on est à peu près à plus de 850 entreprises qui sont bénéficiaires de cette offre gratuite d'accompagnement. Et l'alternance pourra faire partie des sujets abordés dans le cadre justement de la politique handicap. Nous avons une autre offre qui s'appelle le réseau des référents handicap dans les entreprises. Donc là, l'idée, c'est de professionnaliser les référents handicap des entreprises, de créer du lien entre eux et de développer des outils pour que les référents handicap des entreprises puissent mener à bien finalement la politique handicap définie dans le cadre de leur entreprise. Il faut savoir que donc c'est un déploiement sur la France entière, hein, ce réseau des référents handicap. Il y a des rendez-vous très réguliers. La dernière université du réseau des référents handicap a eu lieu à Bordeaux à la fin du mois de mars, a réuni énormément d'acteurs. Et en Nouvelle-Aquitaine, nous avons 800 entreprises, donc 800 référents handicap qui font partie de ce réseau de référents handicap, au cours duquel, dans le cadre des animations de ce réseau, que ce soit des ateliers, des rencontres en présentiel, des petits déjeuners, des outils, on va pouvoir porter la dimension alternance. Également, nous avons donc un autre axe d'accompagnement qui sont les actions sectorielles, territoriales et thématiques. Donc l'idée, c'est de cibler des besoins spécifiques pour ensuite développer des projets. Par exemple, il y a des branches qui ont des besoins de recrutement et qui ont besoin de répondre à leurs obligations d'emploi. Eh bien, on pourra accompagner des actions avec l'OPCO, avec la branche, pour mettre en place des actions spécifiques. Nous avons également... nous avons globalement un partenariat autour de la mobilisation du monde économique et social, c'est-à-dire qu'on développe des partenariats au niveau de l'AGEFIP avec le plus grand nombre d'acteurs en lien avec les entreprises, avec par exemple les organisations syndicales, les organisations patronales. Je pense aussi bien évidemment aux OPCO. À partir du mois de septembre, à partir du mois d'octobre, nous allons réunir les OPCO de Nouvelle-Aquitaine pour définir avec eux un plan d'action régional. Et bien évidemment, l'alternance fera partie intégrante de ce plan d'action et de cette animation. Et puis enfin, les entreprises ont à disposition un centre ressources et de services en ligne où vous avez voilà, des centaines d'outils, de guides, de témoignages, notamment autour de l'alternance. Donc tout ça, ce sont voilà, ce qui permet d'accompagner les entreprises et notamment au sujet, alors à chaque fois, la dimension alternance sera prise en compte. Je vais passer à la slide suivante. Voilà, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet pour parler des aides et des prestations pour sécuriser le parcours en alternance d'une personne en situation de handicap. Comme le disait M. Grison, il est important
et c'est le travail que fait notamment les Cap Emploi, hein, c'est d'accompagner les personnes et les entreprises sur la sécurisation des parcours de formation des personnes en situation de handicap. Il est important d'interroger les besoins particuliers qui sont liés au handicap à toutes les étapes du parcours, que ce soit de l'alternance, mais plus globalement en formation, pour s'assurer que voilà, la personne puisse avoir les mêmes droits et les mêmes capacités à suivre la formation, à aller jusqu'au bout et à obtenir son titre ou sa certification ou sa qualification. Donc, il existe différentes aides ou dispositifs pour travailler sur la partie élaboration, validation de projet, pour venir sécuriser la partie chez l'employeur et pour venir aussi sécuriser la partie en organisme de formation. Alors très rapidement, enfin un peu plus rapidement, sur la partie élaboration, validation de projet, vous avez donc les prestations de droit commun, hein, amorce de parcours, les prépas alternance notamment, et puis vous avez également les prestations du FIPHFP et de la GFIP, que sont les prestations PASS, les prestations d'appui spécifiques, qui vont pouvoir travailler sur l'élaboration et la validation de projets, notamment sur les handicaps psychiques, mentaux et troubles cognitifs, et aborder cette dimension alternance. Également, notre nouveau marché, Inclus Pro Formation, qui vient remplacer les formations courtes ou l'APSOP que vous connaissiez peut-être. Et donc, l'idée, c'est de travailler, dans le cadre de ce Inclus Pro, de travailler autour du projet professionnel de la personne et d'étudier la possibilité de s'orienter vers l'alternance. Donc, vous voyez, on a différentes prestations ou de droit commun ou spécifiques qui vont permettre de travailler autour de la construction d'un projet, pourquoi pas en alternance. Pour entrer encore plus dans le vif du sujet, vous avez ici un petit panorama des aides qui sont mobilisables chez l'employeur. Pour la partie emploi, donc vous avez effectivement les aides de recrutement en contrat en alternance avec les aides de l'État et les aides de la GFIP. On va revenir dessus tout de suite après. Ensuite, vous avez les aides spécifiques de la GFIP autour de la compensation du handicap. Et puis, vous avez également d'autres aides de la GFIP qui ne sont pas forcément liées à la compensation du handicap, mais qui sont des aides financières pour venir lever un frein, pour aller vers l'alternance, par exemple. Et puis, toujours, les prestations du FIPHFP et de la GFIP qui vont venir en appui pour venir sécuriser les parcours, donc notamment les études ergonomiques et les PASS, les prestations d'appui spécifiques. Alors, je reviens très rapidement sur l'aide de l'État, mais qui a déjà été présentée. Donc, 6 000 € maximum pour un apprenti, quel que soit son âge, 6 000 € maximum pour un salarié en contrat de professionnalisation jusqu'à 29 ans révolus. Donc, à noter que cette aide, elle est cumulable avec les aides spécifiques de la GFIP pour les apprentis en situation de handicap. Je passe directement aux aides de la GFIP. Alors, il y a donc, comme le disait M. Grison, 2 aides à l'embauche qui sont mobilisables pour les entreprises. L'aide à l'embauche en contrat d'apprentissage et l'aide à l'embauche en contrat de professionnalisation. Alors, concernant la partie apprentissage, qui peut bénéficier de cette aide-là? Eh bien, ce sont tous les employeurs d'une personne handicapée, dès lors que le contrat d'apprentissage est d'une durée minimum de 6 mois, et que la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 heures. Donc, on a un montant maximum de l'aide qui est de 4 000 €. Son montant va être proratisé en fonction de la durée du contrat et par contre, à partir du 6e mois de travail. Donc, vous l'avez compris, cette aide, elle est accordée pour la signature d'un contrat d'apprentissage pour soutenir l'effort de l'employeur qui vient recruter une personne handicapée en alternance. Donc, je rappelle que cette aide est cumulable avec l'aide de droit commun et avec toutes les aides de la GFIP. C'est une aide qui peut être prolongée en cas de redoublement ou de mention complémentaire. Il y aura alors un avenant au contrat. Et puis, c'est une aide qui est renouvelable en cas de préparation à une qualification de niveau supérieur. J'enchaîne avec la slide sur le contrat de professionnalisation. Donc là aussi, c'est l'aide de la GFIP, elle a pour objectif d'encourager l'employeur à recruter une personne handicapée en contrat de professionnalisation. Le montant maximum de l'aide, il est de 5 000 €. De la même manière que l'apprentissage, le montant est proratisé en fonction de la durée du contrat. On verra dans la slide tout de suite en suivant comment est-ce que c'est calculé. Et à compter du 6e mois. Et puis, là aussi, même modalité sur le renouvellement et la prolongation.
Petit focus donc sur cette notion de proratisation. Hein. Voilà, vous avez à l'écran, par exemple, un CDD de 12 mois, un contrat d'apprentissage, l'aide sera de 1 500 €, sur un contrat de pro de 2 500, un CDD de 36 mois, 3 500 €, et pour un CDI, 4 000 €, donc le maximum pour le contrat d'apprentissage, 5 000 € pour le contrat de professionnalisation. Et puis vous avez un tout petit exemple en dessous sur une proratisation à 15 mois et à 20 mois. On rappelle que nos deux aides sont cumulables avec l'aide de l'État et ces deux aides à l'employeur sont également cumulables avec les autres aides de la GFIP. Quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a d'autres aides qui sont mobilisables par et pour l'employeur qui vient recruter une personne en situation de handicap. Ces aides, elles ne sont pas spécifiques à l'alternance, mais elles valent également pour l'alternance. On a une première aide qui s'appelle l'aide à l'accueil, intégration, évolution professionnelle. Cette aide, elle a pour objectif de faciliter la prise de fonction, donc là on est bien sur l'accueil et l'intégration, ou le changement de poste, évolution professionnelle. Donc, c'est une aide qui va être accordée sur la base d'un plan d'action qui vient préciser les mesures que l'employeur met en place pour sécuriser la prise de fonction de l'apprenant ou l'évolution professionnelle du salarié. Alors, on va pouvoir, dans un plafond de 3 150 €, mettre plein de choses dans ce plan d'action-là. On va pouvoir venir mettre en place un programme de sensibilisation ou de formation au handicap, au collectif de travail. On va pouvoir accompagner le manager à la prise en compte du handicap. On va pouvoir accompagner de manière individualisée la personne ou l'encadrement, que ce soit du tutorat, du coaching, du temps d'encadrement dédié. Donc, vous voyez, on a finalement plein de choses qui peuvent être mises pour venir sécuriser l'accueil et l'intégration d'une personne nouvelle en entreprise. Donc, l'aide, elle peut être mobilisée donc, en amont du recrutement, dans le cadre de la préparation à l'intégration, ou durant le contrat, dans les 9 mois qui suivent la prise de poste. Et donc, c'est une aide qui est prescrite par les Cap Emploi, le Pôle Emploi, les missions locales, et également par la GFIP sur des situations où il n'y aurait pas nécessairement de référent de parcours. Une autre aide qui peut être sollicitée à destination de l'employeur dans le cadre d'un recours à un contrat en alternance, c'est l'aide à l'adaptation des situations de travail. L'aide de la GFIP, elle a pour objectif de permettre l'insertion ou le maintien dans l'emploi par la mise en œuvre de moyens techniques, humains, organisationnels pour adapter la situation de travail. Donc, également, vous avez une énumération des frais qui peuvent être pris en charge via cette aide. Il n'y a pas de coût maximum pour cette aide-là. On viendra financer des aménagements techniques du poste, des matériels adaptés, des logiciels spécifiques. On va pouvoir venir financer du tutorat, de l'auxiliariat professionnel. Donc ça, c'est vraiment lié à la situation de travail. L'aide d'avant, c'était lié à l'accueil et à l'intégration. Vous voyez, on a vraiment des cibles qui sont bien distinctes, bien différentes et complémentaires. Pour pouvoir mobiliser l'aide à l'adaptation des situations de travail, il faudra un avis circonstancié du médecin du travail qui va venir préciser les aménagements qui sont nécessaires. Et puis, petit rappel donc, sur le montant. En fait, le montant, il va être déterminé pour la prise en compte des besoins qui sont de fait, au regard de ce que disait Madame Manning, qui sont individuels. Et on va venir dans une logique de stricte compensation du handicap. Et par contre, on ne va pas venir se substituer à l'obligation légale de l'employeur pour accueillir un salarié lambda. Une autre aide qui est mobilisable par l'employeur, c'est l'aide qui est liée à la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Donc cette aide, c'est une aide de l'État qui a été confiée à la GFIP. L'objectif de cette aide, c'est de compenser financièrement les charges importantes qui sont supportées par une entreprise du fait du handicap d'une personne sur la tenue de son poste, après mise en place de l'aménagement optimal de la situation de travail. C'est-à-dire que j'ai mis en place un aménagement de situation de travail, j'ai tout mis en place pour que mon salarié soit effectif, et malgré cela, j'ai une perte de productivité, alors je pourrais demander la reconnaissance de la lourdeur du handicap et avoir une aide financière dont vous avez le détail en dessous. Donc, c'est l'employeur qui doit constituer une demande de RLH. Et puis,
Alors là, on n'est pas sur de l'aide à l'employeur, mais sur une aide à la personne. Peut-être vous rappeler ce qu'il existe en termes d'aide à la compensation qui va être versée à une personne qui entre en emploi. C'est une aide à l'acquisition des prothèses auditives sur un plafond de 1 700 €, une aide au déplacement pour prendre en charge tous les surcoûts qui sont induits pour le handicap pour les déplacements en lien avec son projet professionnel, donc c'est plafonné jusqu'à 12 000 € par an, et également des aides techniques qui sont plafonnées à 5 250 €, et donc là c'est pour venir participer au financement de moyens techniques qui vont permettre à la personne de compenser son handicap, par exemple un fauteuil spécifique, un logiciel adapté, etc. On interviendra sur ces aides en complémentarité de la PCH, donc aide de droit commun, qui devra nécessairement être sollicitée en amont de ce type de demande d'aide. Je vais passer sur la slide suivante de manière un peu globale et peut-être un peu rapide, mais il nous semblait intéressant de vous rappeler que donc, la loi du 11 février 2005, elle porte vis-à-vis de la formation un enjeu fort qui est celui de rétablir au bénéfice des personnes en situation de handicap un égal accès au droit à la formation, à l'instar de tout citoyen. Donc là, sur cette slide-là, on parle vraiment de la partie en formation, en organisme de formation. La loi du 11 février 2005, elle pose 2 obligations vis-à-vis des organismes de formation. Le développement de son accessibilité, donc de sa structure et de ses formations, et l'organisation de la compensation du handicap en formation. Quand on parle d'accessibilité, c'est finalement tous les moyens qui vont être développés par le centre de formation pour permettre un meilleur accès, un meilleur suivi de la formation aux personnes en situation de handicap et qui vont pouvoir être utilisés par tous les publics. Et quand on parle de compensation de handicap, eh bien, la compensation, elle contribue à l'accessibilité des formations, mais elle est centrée sur le besoin particulier de la personne dans un environnement donné. Ça fait le lien avec la définition du handicap reprise par Madame Manning en introduction. Et donc, c'est bien l'accessibilité et la compensation qui vont permettre un aménagement concerté dans le principe de l'aménagement raisonnable. Sous l'accessibilité et la compensation, sur ce petit schéma, vous avez également la démarche RHF. Nous avons le souhait, au niveau de la GFIP, alors nationale, mais aussi Nouvelle-Aquitaine et de manière un peu précurseur en Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs années, d'aider les acteurs de la formation de droit commun à développer des pratiques plus inclusives en prenant mieux en compte les besoins qui sont liés au handicap. Et donc, on a eu le souhait, notamment, d'appuyer les organismes de formation pour leur permettre d'évoluer et de travailler sur leur accessibilité et sur la compensation en formation et sur l'accueil des personnes en situation de handicap au sein de leurs organismes de formation. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, cette ressource handicap formation, elle est inscrite dans la politique régionale qui est portée notamment par le Conseil régional. Nous avons un acteur extrêmement important et incontournable donc, que vous connaissez certainement, c'est le Centre Ressources Formation Handicap qui porte cette ressource handicap formation en Nouvelle-Aquitaine. Le CRFH, il est là pour à la fois accompagner les organismes de formation à monter en progression et en connaissance sur la dimension handicap. Il est là pour appuyer tous les professionnels des référents handicap et tout le centre de formation pour également monter en compétence et en connaissance sur la dimension handicap. Et puis, il est là aussi pour organiser toute la compensation du handicap en formation. Vous avez certainement entendu parler de la démarche AXEA, le dernier petit onglet en bas à droite du document. La prestation AXEA, donc là, on est pour la formation continue et pour la formation en apprentissage, ça ne concerne pas la professionnalisation, c'est permettre de doter le centre de formation de compétences externes pour s'assurer qu'une personne qui entre en formation ira bien au bout et aura tous les moyens pour suivre la formation jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est pas forcément l'objet de la rencontre d'aujourd'hui de parler particulièrement de ça. Ce qui était important, c'est de vous donner à voir tout ce qu'il existe dans l'offre de services de la GFIP de manière un peu globale. Et puis, vous redire que nous sommes à votre disposition, que ce soit organisme de formation, que ce soit OPCO, que ce soit service public de l'emploi, pour répondre à vos interrogations. Pour terminer, je voulais simplement vous partager ce slide-là qui permet de recenser les liens qui peuvent être utiles pour vous en tant que conseiller aux employeurs
privés. Vous avez, alors au-delà du site de la GFIP qui est relativement fourni, vous avez une page qui est dédiée à l'alternance. C'est le deuxième lien que vous avez là sur le slide. Sur cette page-là, vous retrouverez le flyer dédié à l'alternance, qui est le petit encart que vous avez à droite. Également une vidéo qui est intéressante sur les 5 bonnes raisons d'avoir le réflexe handicap, apprentissage et alternance. Des témoignages. Vous avez également un lien pour aller vers l'espace employeur. Vous pouvez recommander aux employeurs que vous accompagnez d'aller sur le site AGFIP, espace employeur, où il y aura un ensemble de ressources à leur disposition. On voulait également vous donner à voir le fait que nous avons mis en place, en partenariat avec l'AFDAS, depuis la mi-avril, un parcours digital de formation qui s'intitule « Accompagner un alternant en situation de handicap ». Donc, ce parcours s'adresse à tous les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage, quelle que soit la taille et le secteur d'activité de l'entreprise, qui souhaitent être outillés pour pouvoir adapter son accompagnement au handicap de l'alternant. Donc, c'est un parcours digital qui a été totalement financé par l'AFDAS et la GFIP et qui vient compléter un peu une boîte à outils clé en main qui est mise à disposition gratuitement des entreprises. Et puis, pour finir, vous avez 3 petits liens en dessous où vous retrouvez le lien pour venir déposer les demandes d'aide à la GFIP, pour avoir un panorama de toutes les aides de la GFIP et également un site que nous avons mis en place en Nouvelle-Aquitaine spécifiquement pour le service public de l'emploi, où vous retrouvez de manière un peu, vous avez des situations, vous avez des exemples pour venir mobiliser les aides et prestations de la GFIP de manière idoine. Et puis, 2 adresses à retenir, une adresse entreprise et une adresse pour les autres. Voilà. Donc, vous pouvez relayer l'adresse entreprise à tous les employeurs que vous accompagnez qui souhaitent avoir un éclairage sur la GFIP, un appui de la GFIP, une aide de la GFIP. Et puis, pour tous les autres, je dirais, vous avez l'adresse générique où vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos souhaits, difficultés, besoins d'aide. Voilà. Donc, en conclusion, vous dire que les parcours de formation par la voie de l'alternance, la GFIP et tous ses partenaires est là pour les sécuriser. On est là pour venir accompagner les employeurs et pour financer la sécurisation des parcours de formation. Merci. Merci beaucoup, Marie. Merci pour cette intervention. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment, donc on va poursuivre sans plus tarder avec le versant public et donc l'intervention de Florence Guéry. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va peut-être rappeler, pour commencer un peu, comment les aides pour l'apprentissage sont prodiguées, j'allais dire, par le FIPHFP. On peut passer peut-être à la slide suivante. Donc, moi, je m'occupe donc des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. On va revenir aussi, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le chat par rapport aux aides de l'État. On sait qu'il y a eu des évolutions et on va revenir dessus, notamment pour ce qui relève de la fonction publique territoriale. Et sauf erreur de ma part, ce matin, donc, les centres de gestion, j'ai vu qu'il y avait une toute petite dizaine de représentants des centres de gestion qui étaient là, donc je pense que ça fait partie peut-être de leurs questions les plus pressantes suite à l'évolution de ces aides, quid de la position du FIP. Juste pour rappeler, donc, dans le cadre des aides, des dispositifs et de l'accompagnement du FIPHFP à destination des personnes en situation de handicap, peut-être rappeler, puisque là, il y a aussi donc, des professionnels de la formation, tout ce qui est des demandes de prise en charge, de financement, sont obligatoirement formulées et adressées par l'employeur. Donc, même si à côté, il a un certain nombre de personnes qui l'entourent, qui le conseillent, c'est toujours lui qui doit faire cette demande et ça ne peut pas être les personnes en situation de handicap. Ces aides, elles sont mobilisables principalement via 2 outils, via la plateforme pour ce que moi j'appelle les employeurs de taille entre guillemets modeste et via le conventionnement. Sur le premier outil, la plateforme PEPS que connaissent, j'allais dire presque par cœur,
les centres de gestion, notamment ceux qui sont avec nous ce matin, il y a un plafond, c'est-à-dire que c'est aussi conçu pour des employeurs qui ne feront pas de dépenses FIP supérieures à 40 000 €. Et le conventionnement, donc, est réservé aux employeurs qui ont peu ou prou des effectifs qui sont au-delà de 350 ETP, où là, l'avantage, c'est qu'en fait, on va travailler ensemble un projet, une stratégie qu'on va cadrer sur 3 ans. Donc, c'est des conventions de 3 ans qui sont renouvelables, voire amendables pour être prorogées si l'employeur public rencontre des difficultés, et qui vont permettre aussi d'avoir des préfinancements, contrairement à la plateforme PEPS, où en fait vous faites votre demande d'aide au cas par cas. Ce que je voulais dire pour commencer par rapport à ça, c'est que, comme vous le savez, vous, les centres de gestion, le FIP, dans ses aides, est très attaché à ce qu'il y ait un vrai effort des employeurs sur la partie recrutement et notamment sur la partie apprenti. Quand on travaille des projets de conventionnement avec des gros employeurs, moi, c'est les principales lignes que je vais être amenée à regarder, c'est-à-dire quelle est l'ambition du projet de l'employeur en matière de recrutement, quels sont tous les moyens qu'il va mobiliser, quelle est la dynamique en cours ou à renforcer avec l'ensemble des partenaires extérieurs. Et parmi ça, moi, je vais regarder notamment le nombre d'apprentis qui s'engagent à recruter. Et parmi ces apprentis, quelle serait la part des apprentis qui pourraient être pérennisés? On va y revenir après, mais je voulais aussi qu'on discute au-delà de ce qui est marqué, j'allais dire, sur le papier un peu de la pratique. Je voulais revenir avec vous sur ce sujet-là. Donc, juste pour sachez, et après, vous aurez le détail sur les slides d'après, le FIP prend en charge sur le salaire 80% du salaire brut de l'apprenti, avec des aides à la pérennisation. Si l'apprenti reste dans les effectifs, est titularisé ou un CDI, il y a une prime qui est versée à l'employeur. Au-delà de ces aides financières, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu quelles sont, j'allais dire, les difficultés rencontrées par les employeurs ou les facilités. Et par exemple, moi, j'ai des employeurs qui me disent, notamment des centres de gestion. Donc, pour rappel, les centres de gestion, pour nous, je considère que c'est un peu le bras armé du FIP pour les petites collectivités, notamment les communes. Moi, j'en ai certains qui me disent, par exemple, dès qu'on demande aux communes leurs besoins en matière d'apprentis sur l'année à venir, on a des remontées. À partir du moment où on parle de pérennisation, c'est beaucoup plus compliqué. J'en ai d'autres où j'essaie de comprendre pourquoi on a aussi peu de chiffres sur les apprentis, quelles sont les difficultés rencontrées. Et effectivement, selon les territoires, la Nouvelle-Aquitaine, c'est grand. On a des territoires ruraux qui sont relativement reculés. On a bien évidemment la question des CFA, des centres de formation à proximité, aussi de tout ce qui est le tissu universitaire, et bien évidemment que les questions de mobilité sont aussi un sujet. Alors sachez quand même qu'il y a des aides pour favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap, donc aussi des apprentis, qui peuvent être déclenchées. Mais j'allais dire que nous, notre sujet, c'est à chaque fois de bien comprendre dans le cadre du projet d'un employeur quels sont tous les freins qu'il peut avoir par rapport à l'apprentissage. Alors, par rapport à ça, notamment, je vais passer à la slide d'après. Alors là, vous voyez, je vous ai mis, c'est un bilan national de l'ensemble des dépenses sur l'apprentissage. Vous avez plus de la moitié de ces dépenses qui sont sur la question donc de la prise en charge du salaire. Et après, vous avez tout ce qui est l'accompagnement à l'aménagement de poste,
les conditions de transport, je viens d'en parler, et aussi toutes les aides qu'on peut avoir en matière de tutorat et de formation. On va passer peut-être sur la slide d'après, sur la question du catalogue. Et alors, bien évidemment, hein, ça a été dit par les autres intervenants, il n'y a pas de limite d'âge. L'apprenti doit être en situation de BOE, mais peut aussi bénéficier de ces aides quand il a un dossier en cours de demande de RQTH. Sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, la question de la rémunération, j'en ai parlé. On va venir directement, s'il vous plaît, à la slide 40, où on doit avoir sur cette slide les frais de formation. Alors, sachez, moi, j'ai beaucoup de centres de gestion qui m'ont posé la question ces dernières semaines. Au vu, on va dire, de la réduction et des nouvelles contraintes qui sont, j'allais dire, un peu pratiquées, imposées par le CNFPT, ces contraintes qui sont liées au fait aussi que le budget de l'État a été réduit. Moi, j'ai des centres de gestion qui m'ont notamment remonté que ça devenait plus compliqué, notamment parce que le CNFPT leur demande très tôt dans l'année d'envoyer leur demande d'apprentis. Et ils n'ont pas toujours la visibilité, surtout sur des rentrées qui sont en septembre. Sachez, ça a été discuté au niveau national. La position du FIP ne bouge absolument pas et on est toujours dans le même volume et la même posture d'accompagnement. Il n'y a pas de réduction financière parce que et tout ce qui ne sera pas pris en charge par le CNFPT, dans la limite des 10 000 € de plafond par année, continuera à être pris en charge par le FIP. Donc voilà, ça c'est un point très important, hein, parce que j'entends encore certains CDG ou communes qui m'expliquent que les aides du FIP vont disparaître parce que celles de la fonction publique territoriale diminuent. Ce n'est pas le cas. Pour terminer peut-être, donc vous retrouverez tout ça dans le catalogue des aides qui est en ligne sur le site du FIP, l'accompagnement des frais pédagogiques. Et pour terminer sur la dernière slide, on a aussi une prise en charge pour les questions de tutorat et de frais de formation du maître d'apprentissage. Tout ça, je passe rapidement dessus parce que les centres de gestion connaissent très bien ça. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'avoir vos questions sur les difficultés de recrutement. Si vous avez des questions directement sur des aides individuelles et des cas spécifiques, n'hésitez pas à me les faire remonter directement à mon adresse mail. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Florence pour cette intervention. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas encore d'autres questions sur l'onglet questions ou l'onglet chat. S'il y en a, n'hésitez pas à nous les poser en cours de route. Nous aurons un petit temps de questions à la fin du webinaire. Pour le moment, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais inviter Benjamin Blanc de DF Hydro à nous rejoindre, entre guillemets, sur scène, comme c'est appelé sur Livestorm. Alors Benjamin, je vois que vous êtes connecté, bientôt présent. Je vais enlever pour le témoignage le support afin qu'on puisse nous voir plus aisément. Alors, le temps que la connexion se fasse. Me voici. Et bonjour Benjamin. Vous allez bien? Bonjour. Ça va bien, vous-même? Très bien, merci. Bon, du coup, donc Benjamin, oui? Non, j'étais juste en train de demander, parce que ça fait 3 fois que ça me demande de mettre à jour les paramètres. Ah. Mais si tout le monde me voit et m'entend, je ne vais pas toucher plus, je pense. Après, oui, c'est bon, ça fonctionne, nickel. Benjamin, du coup, vous êtes chargé de projet compétences, transformation et diversité au sein de EDF Hydro. Vous avez régulièrement pris en alternance des personnes en situation de handicap. Du coup, votre témoignage va nous être précieux aujourd'hui, notamment pour tous les conseillers qui nous suivent ce matin. Du coup, en première question, je voulais vous demander, pour vous,
pour commencer d'emblée, quel est l'intérêt pour un employeur de recruter en alternance une personne ayant un handicap, en fait? Alors, l'intérêt, bon, j'allais dire, au-delà de l'intérêt de l'alternance, hein, qui permet de préparer nos futurs recrutements, on va dire, l'intérêt de l'alternance, c'est pour moi principalement de contribuer, entre guillemets, à la responsabilité sociétale de l'entreprise. On a une politique assez ambitieuse à ce sujet à EDF, mais au-delà du côté un peu greenwashing de cette politique, il y a un effet qui est très très important pour moi au niveau des équipes, parce que ça ouvre les esprits, ça fait travailler différemment, ça rend un petit peu plus intelligent, socialement et personnellement. Et puis ensuite, pour les alternants eux-mêmes, je veux dire, moi je trouve qu'on a, entre guillemets, une responsabilité humaine personnelle, d'aller aussi sur ces populations qui sont souvent éloignées de l'emploi ou qui ont des difficultés à rentrer sur le marché du travail. Donc un intérêt, on va dire, à deux niveaux, à la fois d'entreprise, d'intérêt corporate, qui est de mettre en application les politiques, et une deuxième intérêt plutôt, on va dire, sociétal, mais aussi collectif au niveau de tous les acteurs. D'accord. Oui, aussi bien l'aspect donc sociétal que interne, pourrait inciter les employeurs à sauter le pas, en fait, pour leur propre entreprise, quoi. Alors moi, c'est les deux éléments sur lesquels je m'appuie quand je porte ces propositions-là, effectivement. Après, il ne faudra pas se mentir, un alternant en situation de handicap, c'est difficile. Pas forcément pour lui, hein, parce qu'ils sont tout à fait compétents et il n'y a aucun souci sur le sujet, mais dans les mentalités, c'est compliqué pour les managers. C'est parce que on est toujours sur des objectifs de performance, des objectifs d'efficacité, et puis un alternant, déjà, ça prend du temps, mais alors un alternant avec un TH, je vous raconte pas, c'est encore pire, ça fait peur. Donc moi j'ai encore beaucoup de réactions du style un alternant, ok, je veux bien, un alternant handicapé, non, l'année prochaine. Cette année c'est compliqué, mais l'année prochaine peut-être. Ou l'autre réaction que j'adore aussi, c'est non, mais j'en ai déjà eu un, c'est bon. Voilà. Donc on se bat là-dessus, honnêtement. D'accord. Juste pour replanter le contexte aussi, pour vous dire, pour dire à toute l'assistante, donc nos expériences, on a eu, donc sur les 2 dernières années, on avait 2 alternants, une personne qui était malentendante, donc qui était qui est venue faire son alternance dans mon service. Je suis pas manager de service, hein, ça a aussi son importance. Et on a une deuxième alternance en cours sur un métier technique, un métier d'exploitant hydroélectrique, qui lui est en situation de TSA. Et on a... Pardon ? Non, il y a eu une erreur de son. Ah, pardon, excusez-moi. Ok. Voilà, donc un handicap, on va dire, plutôt physique, qui là, au niveau de l'équipe, ça a permis aussi de retravailler sur la communication dans l'équipe. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malentendant, oui, forcément, si vous parlez en cachant votre bouche comme ça, c'est un petit peu compliqué. Si vous marmonnez ou si vous parlez en regardant ailleurs, quand elle fait de la lecture labiale, elle ne peut pas y arriver. Donc ça a permis aussi d'imposer à l'équipe de communiquer différemment et de revoir ses modes de communication, de prendre le temps de se parler aussi. Et la deuxième personne, donc, qui est en situation de trouble autistique, là, ça a été beaucoup ça a beaucoup apporté à l'équipe sur la connaissance de l'autisme, sur la démystification, entre guillemets, que grosso modo, un autiste, c'est pas forcément Rain Man ou c'est pas forcément Elon Musk. C'est pas un super calculateur ou un inadapté social. Voilà, il y a tout un champ qui est très très large et pour autant, relationnellement, c'est particulier aussi à gérer. Ce qui me dit, du coup, j'imagine un accompagnement. Vous avez dû vous tourner vers différents partenaires peut-être pour le recrutement, l'intégration dans l'équipe, le suivi. Vers quel partenaire vous avez pu... Est-ce que vous avez été orienté? Je parlerai du... Oui. Alors, je parlerai du recrutement en premier, tout simplement, parce que, alors, sur l'alternance, grosso modo, nous, à EDF, on publie les postes, enfin, on publie les offres d'emploi en alternance, et pour un job, on a à peu près entre 25 et 50 candidats, grosso modo, parce que on attire. Donc, on n'a pas de souci sur ce sujet. Par contre,
pour alternance en TH, moi j'éprouve quand même pas mal de difficultés en sourcing. C'est-à-dire que les alternants de TH qu'on a fait, c'est eux qui nous ont proposé leur candidature. Et en fait, on a monté l'alternance à partir de leur candidature. On n'a pas proposé directement une alternance TH parce que les fois où on l'a fait sur nos plateformes de recrutement, ça n'a pas matché. On n'a pas trouvé les candidats qu'on cherchait, on n'a pas trouvé les diplômes qu'on cherchait. On cherchait essentiellement des techniciens en électromécanique ou en hydroélectricité. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc la partie recrutement, pour moi, la difficulté, c'est le sourcing. C'est de savoir vers qui je peux me tourner, de savoir comment je peux récupérer des CV, des trucs comme ça. Et ça, c'est la partie dure. Ensuite, vous parlez d'intégration, et effectivement, l'intégration, elle se joue à plein de niveaux. Elle se joue au niveau de l'alternant lui-même. Alors, on a la chance à EDF d'avoir une mission aménagement, enfin une mission handicap qui est très très réactive et avec qui on peut faire en sorte que dès le premier jour, la personne elle a toutes les compensations nécessaires dont elle nous a parlé. Et moi-même étant correspondant handicap, quand on a un TH qui arrive, que ce soit en embauche ou en alternance, c'est la même chose, il y a un échange qui fait que dans les premières semaines, il faut qu'il puisse avoir tout le matériel nécessaire. Donc ça, c'est le premier point. Il y a l'intégration de l'alternant en lui-même. Ensuite, il y a l'intégration dans l'équipe. Faut préparer l'équipe. Et ça a été, autant pour la personne qui était malentendante, c'était pas très compliqué. Voilà, on a parlé librement à la toute première réunion à laquelle elle a participé, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes en situation de handicap. Il y en a qui préfèrent ne pas en parler du tout, et il faut effectivement respecter ça. Par contre, pour l'équipe qui accueillait cette personne en TSA, oui, leur expliquer, leur démystifier l'autisme, leur dire attends, s'il vient vers toi, bille en tête, en te regardant droit dans les yeux, en te disant j'ai pas compris sur ce ton-là, c'est juste parce que socialement il n'a pas les codes, parce qu'il les intègre pas, ou il sait pas faire avec, ou il détecte pas les émotions. Donc on a une partie d'explication comme ça pour essayer de réguler les futures interactions et de ne pas partir en se disant c'est un fou furieux, j'ai pas envie de bosser avec lui. Donc ça, c'est l'équipe, c'est important, et c'est un point que personnellement, sur cette alternance-là, on a vraiment loupé parce qu'on a réagi trop tard. J'y reviendrai plus tard. Et puis après, il y a l'intégration avec le manager. Ça, souvent, c'est assez simple parce qu'on peut parler directement avec lui. L'intégration avec le tuteur, où là, on a à la fois le rôle de tuteur, mais j'allais dire en plus le rôle tuteur handicap. Donc, on a un cursus spécifique à EDF pour ça, une journée de formation qui est dédiée à ces tuteurs de personnes en situation de handicap. Mais vous voyez, un parcours comme celui qui a été fait par l'AFDAS et la GFIP que je découvre, celui-là, je vais me le garder en tête pour pouvoir le reproposer, parce que c'est important, je pense. Plus on en parle et plus on en fait, mieux ce sera. Voilà ce que je peux vous dire sur l'intégration. Vraiment une intégration qui se joue à tous les niveaux et avec plein d'acteurs. Je n'ai pas cité la médecine du travail, mais c'est aussi un acteur important à intégrer. Oui, sur les acteurs, il y a quand même pas mal de partenaires qui gravitent autour de vous pour favoriser ce recrutement d'alternance. J'imagine que vous avez été en lien avec le service de l'emploi, peut-être Cap Emploi du coup, mais aussi peut-être Pôle Emploi ou les missions locales. Sur le coup, non, parce que comme ça a été des candidatures directes, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé par ce biais-là. Voilà. Et par contre, c'est un point de progrès pour l'avenir, ouais, de solliciter effectivement, en même temps qu'on sollicite nos plateformes classiques pour l'alternance, de solliciter les plateformes spécifiques aux travailleurs en situation de handicap. Ouais. D'ailleurs, pour l'aménagement de poste, vous pouvez vous tourner donc effectivement vers la GFIP, par exemple. Après, est-ce que c'est la nécessité forcément des aménagements, des compensations, pas dans tous les cas? Non. Là, pour la personne qui est malentendante, l'aménagement, il a été neutre. Enfin, on n'a rien fait de particulier. Ça a plus été un aménagement, j'allais dire, dans les têtes. Oui, comme elle est appareillée, il faut éviter d'arriver en hurlant comme un taré. Enfin, ça paraît stupide, mais ça paraît basique, mais c'est le cas quand même. Pour la personne en situation de handicap, enfin en situation de TSA, pareil, on n'a pas eu d'aménagement vraiment important.
On a de moins en moins, de manière générale, on a de moins en moins, je trouve, de par mon job de correspondant handicap, on a de moins en moins d'aménagement physique. On a des fauteuils ergonomiques, on a des demandes de fauteuils ergonomiques, on a des demandes de bureaux réglables en hauteur, on a des demandes de prise en charge de prothèses auditives, trucs comme ça. Mais voilà, c'est de moins en moins quand même. Puis bon, comme nous, on s'autofinance parce qu'on est conventionné au niveau de DF, on est hors convention AGFI, on s'autofinance sur ses besoins. On n'a pas recours en fait aux partenaires externes. D'accord. Et juste pour terminer du coup ce témoignage, est-ce que vous auriez alors du coup là ce matin, donc je le répète, on reçoit des conseillers du SPE, des centres de formation, des OPCO qui seront en contact avec les employeurs. Vous en tant qu'employeur, vous représentez du coup l'employeur par rapport à votre entreprise aujourd'hui, quel conseil vous auriez à donner ou quel point d'amélioration vous auriez à donner envers ces professionnels pour accompagner les employeurs? Alors, le premier, ça serait d'anticiper au maximum. Moi, c'est vraiment le retour d'expérience que je fais sur ces 2 alternances, c'est-à-dire que déjà une alternance, on va dire, ça s'anticipe, on s'y prend pas, de manière générale, le 15 août pour un début au 1er septembre, mais en termes d'alternance sur le handicap, ça s'anticipe encore plus. Pour les 2 personnes, on a quasiment démarré les préparatifs. Facilement fin du 1er trimestre pour la rentrée au 1er septembre. Voilà. Ensuite, alors j'espère que pour tous les conseillers, ça ne sera pas le cas, mais pour moi, on a toujours cette réticence qui fait que quand on parle de TH et d'alternance TH, la première réponse, c'est de dire « Ah, ça va être compliqué, quoi. Ça va être dur, je ne suis pas sûr quand même ». Alors que c'est vrai que moi, si j'ai quelqu'un qui vient vers moi en me disant ben voilà, j'ai un CV, il a les compétences que tu cherches, il peut commencer tel endroit, il a besoin de tel aménagement. Donc pour toi, en fait, c'est complètement transparent. Au niveau de l'alternance en elle-même, l'accompagnement que tu peux avoir, c'est ça, ça, ça et ça. Donc moralité, regarde, c'est pas si compliqué que ça. Ça, je pense que c'est vraiment le premier truc, le point le plus saillant, on va dire, le point majeur de ce qui pourrait faire basculer au niveau intellectuel, au niveau culturel, sur plus plus de diversité, plus d'inclusion, y compris au niveau de l'alternance. D'accord. Merci beaucoup, Benjamin. Je vois que... Alors, avec grand plaisir. Oui. Oui. Bon, est-ce que je peux poser une question, Kevin? Bien sûr, oui. Bien sûr, allez. Je voulais juste réagir peut-être sur 2 points. Le premier, effectivement, sur la question d'anticipation. Moi, c'est aussi quelque chose que me remontent les centres de gestion. C'est que les communes, souvent, c'est un peu dans la précipitation qu'elles leur remontent leurs besoins de poste, dans un contexte en plus où, paradoxalement, j'apprends rien à personne sur la question des tensions du marché de l'emploi. La deuxième, c'est un peu une réflexion globale que j'ai. Et là, je vais parler aussi en tant que moi, Caisse des dépôts, Banque des territoires, qui travaille avec des personnes en situation de handicap. Ce qui est compliqué, je trouve, mais la loi ne nous facilite pas les choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de handicap, mais et on est les premiers tous à dire le handicap, ça ne veut rien dire. Et il y a une variété extraordinaire, entre guillemets, de situations de handicap. Et en même temps, c'est très compliqué. Moi, je sais que, par exemple, je travaille avec des personnes en situation de handicap. J'ai appris très tardivement, après on va dire, des petits incidents, par exemple, des personnes qui sont épileptiques et qui sont ultra sensibles au stress. C'est encore, je trouve, il y a un vrai progrès à faire pour savoir comment parler de ça tout en restant dans le respect, le cadre de la loi. Vous, quand vous prenez des personnes, dans le parcours d'intégration, qu'est-ce qui est dit sur la question j'allais dire, de la maladie ou du handicap à l'entourage professionnel? Tout dépend de la réponse que me fera la personne concernée.
Pour être plus clair, si j'ai une personne qui est recrutée classiquement ou en alternance, moi la première question et la seule question que je vais lui poser, c'est vous êtes RQTH, est-ce que il y a des besoins d'aménagement? Et c'est la seule. Après, je lui dis que s'il veut me parler de son handicap, il peut, mais il n'y est pas obligé. Et c'est vraiment un choix personnel. Alors, effectivement, si la personne me dit non, je ne veux pas en parler, ça reste entre nous, voilà, puis j'ai besoin de rien, ok, très bien, ça ne m'empêche pas, je lui présente l'accord handicap de l'entreprise, tout ce à quoi il peut avoir droit, et ainsi de suite, et on en reste là. S'il me dit, moi, mon handicap, c'est ça, ça se manifeste comme ça, et ouais, je veux bien que tu en parles à l'équipe, je veux bien que tu en parles à mon manager pour pas qu'il soit surpris si jamais ça m'arrive. À ce moment-là, je vois tout simplement avec lui ce que je veux dire, enfin ce que je peux dire et ce que je ne dois pas dire par rapport à lui. Et même l'idéal, c'est qu'on ait une discussion manager, personne concernée et moi. Comme ça, on est tous les trois. Et le truc ne déborde pas, parce que ce à quoi il faut faire attention, et on a encore des situations comme ça, hein, c'est le manager qui dit « Ah ouais, ok, bon alors, pas de charge lourde, ouais, bon, ça veut dire que telle activité, tu peux pas les faire, donc tu vas nous foutre dans la merde un peu si on a des chantiers. » Oui, ça arrive encore. Malheureusement, ça arrive encore. Ou des personnes qui disent « Ah ben ouais, tu as tel handicap, donc tu es souvent hospitalisé, il faut que je le prenne en compte quand même que tu vas être très souvent absent. » Ça, non. Et quand on a le correspondant handicap dans la discussion, moi je peux dire « Attends, là, on franchit la ligne jaune. » Ça, tu n'as pas le droit de le dire, ça c'est discriminant. Pour l'instant, la personne, elle te dit qu'elle a besoin de ça, ça et ça, donc tu restes sur la réponse aux besoins qu'elle exprime. Et autant que faire se peut, c'est vrai que moi j'invite plutôt les personnes en situation de handicap à parler de leur handicap, à ne pas être, entre guillemets, je ne vais pas dire honteux ou pudique par rapport à ça, même si je le comprends. Moi, je leur dis voilà, que le mieux, c'est d'en parler factuellement, pas forcément sur comment ils le vivent, comment ils le vivent au quotidien et ce que ça fait dans leur vie pro et perso, mais de parler uniquement de leurs besoins. Voilà, j'ai besoin que tu me stresses pas tous les 4 matins, j'ai besoin que tu me hurles pas dessus, j'ai besoin que tu me donnes un écran un peu plus grand parce que j'y vois pas bien, ou des trucs comme ça. Vraiment de partir uniquement des besoins pour que ce soit factuel et qu'il n'y ait pas de dérive derrière, quoi. Merci pour cette précision, Benjamin. Florence, je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres questions. J'en aurais plein, mais je trouve que ça, je vais laisser. Je pense que beaucoup d'entre nous là ont des questions ou des commentaires ou remarques à faire. Il y avait une question spécifique pour la fonction publique qui est arrivée sur l'onglet questions, Madame Guéry. C'est si le dossier d'une personne en situation de handicap est pris en charge par le CNFPT. Oui, c'est ce que je disais. Oui. Voilà. Oui, avec le plafond des 10 000 €, mais les évolutions actuelles du CNFPT, entre guillemets, n'ont pas d'impact sur la politique de prise en charge du FIP. Ça marche. Merci pour la réponse à cette question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à l'un ou l'autre de nos intervenants? Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions ou à prendre la parole directement. Nous n'avons apparemment pas d'autres questions qui viennent pour le moment. Nous avons par contre des remarques ou des commentaires dans l'onglet chat que nous invitons à prendre connaissance. Effectivement, certains aménagements sont également avantageux pour le collectif. Et Benjamin Blanc, du coup, vous donne aussi ses coordonnées dans l'onglet chat avec son numéro de téléphone, si besoin. Ça peut être très utile. Il n'y a pas de souci. A priori, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Tant qu'il n'y a pas d'autres questions, il n'est pas trop tard, allez-y. Je vais juste vous repartager une dernière slide sur le support pour vous parler du Padlet alternance handicap avant de nous quitter. Hop, je le repartage. Juste voilà, le kit alternance et handicap, donc vous l'aurez par mail, on vous retransmettra le lien par mail. Ce kit alternance, c'est un Padlet en réalité, donc il comprend toutes les informations essentielles
sur l'alternance pour les personnes en situation de handicap. Il est à destination des professionnels, donc tous les conseillers que vous êtes ce matin. Il met à disposition donc l'ensemble des outils, les informations sur les aides mobilisables, la cartographie des partenaires ainsi que leurs coordonnées, notamment celles du SPE, ainsi que le lien vers tous les précédents webinaires et événements organisés. Donc, si jamais vous avez toute question, n'hésitez pas à revenir vers la coordination du PRTH ou à contacter les acteurs concernés directement, donc vous aurez les coordonnées. Voilà pour le kit alternance et handicap. Il est bientôt midi. A priori, il n'y aurait pas de nouvelles questions. Alors, je vois aussi une question sur le replay. Effectivement, vous avez accès au replay. À partir du moment où vous êtes inscrit, le replay sera disponible et envoyé par mail. Si toutefois il y aurait la moindre difficulté, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra vous le retransmettre, vu qu'on mettra aussi sur la chaîne YouTube du PRTH Nouvelle-Aquitaine. J'en profite aussi pour remercier du coup Benjamin Blanc pour ce témoignage et l'ensemble des intervenants, et puis vous tous qui étiez là ce matin. Je crois que c'est l'heure de se quitter s'il n'y a pas d'autres questions. Nous vous remercions donc beaucoup toutes et tous pour cette matinée. Merci pour l'organisation. Bonne journée. Merci et à bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.